Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Watchlist où on vous présente des contenus multimédia que l'on peut trouver sur les plateformes de streaming légales. Donc là aujourd'hui on fait du bi-plateforme puisqu'on va parler de l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin qui est d'une part sur Netflix avec une saison exactement de retard et Wakanim, donc un site de streaming d'animé. Aujourd'hui avec nous, nous avons Benjamin, Bonjour tout le monde. Carapuce, Bonjour. Julien Bonjour. et moi Alexis. Benjamin, comment ça va? Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, et ben Benjamin, je suis actuellement domicilié au Québec où j'étais parti faire une formation, enfin une école d'humour et très bon investissement puisque la pandémie m'a bien entendu fermé toute opportunité. Et donc je passe mon temps maintenant à regarder des animés. J'aurais dû te faire relire mon texte, peut-être que ça aurait été un petit peu plus piquant. Carapuce, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Je sais que tu es de la dynastie de Loli, Lendwell, Oui. qui fait pas mal de podcasts, mais toi, est-ce que tu fais des petites choses sur Internet? Pas vraiment dans tout ce qui est podcast, mais plus dans le dessin d'animé, etc. Fan art, quoi. D'accord, donc je crois qu'on peut te retrouver sur Twitter, c'est ça? Oui. Ok, et toi, Julien, bon, on te connaît sur Podcut et sur Watchlist, mais tu peux te présenter en 2 mots pour les gens qui n'auraient vraiment pas suivi au fond de la classe? Oui, bah moi je fais du podcast et vous pouvez me retrouver dans Le Roi Steven, L'école des facs, G7, Sky is the Limit et Watchlist. Voilà. Ça fait un sacré planning. Et est-ce que vous, en général, donc Benjamin, tu l'as dit, tu regardes pas mal d'animés en ce moment, mais quel est votre rapport un petit peu aux animés, aux mangas en général? Est-ce que vous en lisez beaucoup? Qu'est-ce que vous aimez? Alors moi je veux bien commencer parce que je pense que je suis le noob de la bande. Ouh, Euh, attends-moi. C'est-à-dire que je ne regarde aucun animé. Je regardais des animés quand j'étais petit, enfin des animés. Je sais pas si vous mettez Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball et Dragon Ball Z dans la catégorie des animés, mais c'était ce qui passait à la télé quand j'étais petit, donc j'ai regardé ça. Et après, j'en ai genre pas regardé jusqu'à l'Attaque des Titans, quoi. Donc j'ai pas de raison à ça particulière. Mais ah non, si j'ai regardé Full Metal Alchemist aussi quand même. Et Death Note. Voilà, c'est les deux seuls. Vraiment, je crois que c'est les deux seuls que j'ai vus. Et je suis tombé dessus par hasard grâce à Netflix, à Attaque des Titans. Et c'est ce que je disais avant qu'on commence d'enregistrer, c'est que vu qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule saison et que je voulais absolument savoir ce qui se passait parce que l'histoire m'avait vraiment beaucoup plu, j'ai acheté pour la première fois de ma vie des mangas pour pouvoir suivre l'histoire. Voilà à peu près mon niveau d'animé, c'est-à-dire noob A2. Bah, c'est déjà pas mal. T'as quand même commencé avec Dragon Ball, là où pas mal des gros weebs de mon genre ont commencé. Donc, Benjamin, toi, tu disais que t'étais un petit peu, entre guillemets, débutant dans le domaine aussi. Qu'est-ce que c'est, toi, ta culture manga, animé? Ouais, bah, je crois que j'ai à peu près le même passif que Julien. Donc ce que j'ai regardé de moi-même, il y avait effectivement Dragon Ball, j'ai grandi avec, que j'avais lu, et puis regardé, puis tous les OAV et tout. Après, ouais, Death Note, j'ai beaucoup aimé. Full Metal Alchemist, personnellement, j'estime que c'est mon animé préféré parce que il a moins tous les défauts que j'aime pas chez les animés, qui est des épisodes à rallonge, les combats qui sont tout le temps coupés par qu'est-ce qui se passe dans sa tête pendant qu'il fait un coup. Beaucoup plus fluide, donc j'ai beaucoup aimé. Puis je m'attachais beaucoup plus aux personnages que l'Attaque des Titans, par exemple, on en reparlera peut-être, mais où je trouve que les personnages meurent trop vite pour qu'on s'attache à eux. Et après, ouais, c'est ça. Mais après, moi, j'avais un grand frère qui regardait beaucoup, donc, comment dire, par procuration, j'ai regardé Chevalier du Zodiaque, Escaflowne, Cowboy Bebop, un peu les grands animés des années 80-90. Et puis, Attaque des Titans, moi, j'ai commencé il y a un mois. Donc, j'ai pas eu toutes vos attentes entre chaque saison. J'ai vraiment tout enchaîné et j'ai regardé le dernier épisode de la saison 4 bah, là quand il est sorti, mais je venais de me faire la saison 4 depuis vendredi. Donc, tout a été très vite pour moi. Mais j'ai pas lu encore les Attaques des Titans. J'ai honte d'avoir oublié de citer Cowboy Bebop, que je trouve le meilleur. Ouais. Et vous? Bon, bah du coup, moi, je suis beaucoup plus jeune, donc ça passait pas à la télé tout ce qui est Dragon Ball. Mais grâce à ma mère, j'en ai regardé quand même beaucoup. Et Attaque des Titans, je l'ai regardé il y a longtemps, juste avant la saison 3. Du coup, je l'ai suivi à partir de là. Je lis les mangas aussi. Et j'aime bien tout ce qui est shonen et seinen en général. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est shonen et seinen?
Alors, shonen, c'est tout ce qui va être comme My Hero Academia, Jujutsu Kaisen. Donc, c'est des actions généralement, on va dire, orientées jeunes garçons. C'est comme ça que c'est présenté. Seinen, ça va être Attaque des Titans. Et c'est du shonen, mais ça va être plus violent et orienté du coup aux jeunes adultes. Ok, j'ai appris un truc. Par exemple, les seinen un petit peu cultes. Bon, bah, Shingeki no Kyojin, ça se pose un petit peu quand même dans le seinen. Mais à l'époque, il y avait Monster, par exemple, qui est un seinen qui est très plaisant et déplaisant à la fois. Où on se retrouve avec un antagoniste qui est un psychopathe, littéralement, cliniquement un psychopathe. Et où le protagoniste est un médecin qui se retrouve dans une à sauver ce psychopathe quand il était enfant et à le poursuivre toute sa vie pour éviter qu'il continue de faire des dégâts. Donc c'est des choses très sombres parfois qui, je trouve, sont plus marquantes parce que souvent dans le shonen, on a beaucoup une escalade de puissance, un petit peu à la Naruto, qu'il n'y a pas forcément dans des animés comme One Piece, mais on a toujours un petit peu une escalade, faut être le plus fort, alors que dans un seinen, on n'a pas besoin d'être le plus fort. Des fois, le scénario ne tourne pas autour d'une recherche d'être le plus musclé, de faire le mieux à manger que les autres, etc. Ok. C'est vrai que c'est dommage parce que du coup on n'a pas une shoujo girl, enfin moi je l'ai été mais quand j'étais plus jeune, donc le shoujo c'est le manga littéralement entre guillemets pour adolescentes, c'est-à-dire c'est Fruit Basket etc, donc c'est très romantique, c'est très des histoires d'amour et des triangles amoureux sur le principe, hein, sur le papier. Et voilà, donc c'est vrai que par exemple Dragon Ball c'est le shonen par excellence. Donc c'est vrai que c'est souvent la catégorie qui est la plus montrée. Notamment, on connaît tous le Shonen Jump, le magazine qui publie un certain nombre de mangas tous les mois sur un papier journal de qualité assez médiocre, mais qui du coup coûte une misère là-bas. Je réalise en faisant le montage qu'en fait, je me suis trompée. C'est le Weekly Shonen Jump, donc c'est toutes les semaines. On reprend le cours de l'épisode. C'est l'équivalent du pulp pour le comic, pour le comics. Oui, un petit peu. Ok. Sauf que là, bah, souvent les comics, c'est... Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus cher que le manga. En tout cas au Japon. Hein. Au Japon. En France, un manga, c'est 5-6 euros minimum un tome tout seul. Avec, Ouais. Non, mais en fait, parce que t'as des comics assez chers et t'avais des comics dits pulp dans les années 50 qui sortaient parce qu'ils étaient imprimés sur du mauvais papier aussi, en fait. Mais l'histoire, elle est très bonne. Hein. On a l'impression que les pulps, c'était... Ouais, que l'histoire était, mais que c'était quand même moins... Ceux-là, même dans Shonen Jump, c'est censé être enfin, les histoires qu'on connaît, Dragon Ball, Naruto, enfin, D'accord. qui sont dans des grosses publications, mais faites effectivement dans un truc un peu cheap. Puis justement, il y a le truc des Perfect Edition, où dès que le manga est vraiment devenu très célèbre, il est réédité, cette fois-ci avec un papier qualitatif, les dessins sont refaits des fois, ils sont en couleur, de ce que j'ai compris. Et j'ai une Ok. petite anecdote avec les Jump parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait et que ça m'a beaucoup touchée parce que je suis une grosse weeb. Ce qui est très à la mode chez les weeb, c'est-à-dire un peu les fans de Japon dont on se moque un petit peu, qui aiment bien lire des mangas, etc., c'est de trouver le Shonen Jump, il en sort un par semaine, le plus proche de sa date de naissance en fait. D'avoir le Shonen Jump. Moi par exemple c'est de novembre 1990. Donc à l'époque il y avait Senseiya, City Hunter et tout ça, enfin Nicky Larson. Et c'est vrai que c'est quelque chose, le Shonen Jump, qui est une institution. Si ton manga, il est dans le Shonen Jump, c'est bien. Si tu te fais sortir du Shonen Jump parce que t'as pas assez de succès, c'est un peu la loose, quoi. C'est comme quand ta série, elle est déprogrammée de Netflix. Voilà, c'est un peu le même principe. Bon, moi, ça va, il y avait du Captain Tsubasa et du Dragon Ball là, mon année. Donc, J'ai ouais. hâte d'aller voir. Donc c'est un peu rigolo d'aller voir et des fois de le posséder. Mais bon, après, le problème, c'est que celui de sa naissance, alors déjà que c'est du papier un peu pas cher, c'est pas pour le feuilleter, quoi. C'est vraiment pour avoir l'objet, sinon il est vite détruit. Ça sortait toutes les semaines, c'est ça? Ah oui, toutes les semaines, c'est ça. Et toutes les semaines, et c'est quand même assez conséquent parce qu'il y a un chapitre de pas mal de mangas, plus les pubs, etc. Il y a quand même pas mal de choses. Bon, pour ma part, pour les mangas, je baigne dedans depuis les années fin 90, un peu comme tous les gens qui ont un peu vagabondé autour du Club Dorothée. J'avais pas le câble et le satellite, donc je regardais pas sur le câble et le satellite, mais au collège, on s'échangeait, on avait nos sacs à dos plein à craquer de mangas, et on s'échangeait Détective Conan, Psychométrologie, des trucs qui sont même pour certains plus édités.
Et j'ai toujours un peu baigné dedans, shoujo, shonen. J'aime beaucoup les seinen parce que c'est des scénarios un peu plus sombres et que j'étais un peu une ado emo. Mais voilà, on est un petit peu dans ce bain-là. Et Shingeki no Kyojin est apparu à une époque où je m'étais un peu désintéressée des mangas et des animés. Et que ça m'a remis dedans, mais la tête dedans, quoi. Vraiment, ça m'a happée. Et à l'époque, sur Netflix, ils avaient sorti juste la première partie de la saison 1. Et je l'ai vu genre en 2017. Je savais pas que la suite était sortie parce que j'avais vraiment vu que le début. Et pareil, je me suis retrouvée à lire un petit peu les scans sur le côté. Et finalement, je me suis abonnée à des services de manga, enfin d'animés payants pour pouvoir voir la suite. Et c'est pour ça que, pour ma part, je suis à jour de la diffusion japonaise de l'animé. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même autant de services de streaming d'animé que de services de streaming plus généraux. Genre, il y a Netflix, OCS, Amazon Prime Video, Stars maintenant, etc. Disney+. Enfin, Stars inclus dans Disney+. Mais chez les animés, il y a Wakanim, ADN. ADN, l'application est pourrie, c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs, notamment beaucoup No Hero Academia. Il y a Crunchyroll. Crunchyroll. Sauf que, un peu à la Disney, ils se sont tous fait racheter. Ils sont tous achetés les uns les autres. Donc, normalement, dans un avenir proche, ça vaudra le coup parce que normalement, ils devraient être tous sur la même plateforme. Bref, voilà pour les technicités. On va passer au pitch de Shingeki no Kyojin. Globalement, sans spoiler, hein, parce qu'on va essayer quand même de vous donner envie de le regarder avant de vous raconter la fin du truc. Ça s'appelle l'attaque des titans en VF. Shingeki no Kyojin, c'est globalement des gens tout nus qui courent après des gens à harnais qui essayent de leur chatouiller la nuque, si on veut simplifier à l'extrême. Enfin, ça veut dire littéralement Shingeki no Kyojin, le titan assaillant. On abrège SNK, mais bon, moi ça me rappelle surtout la Neo Geo et King of Fighters. Mais donc, ne confondez pas. L'attaque des titans, c'est l'histoire de l'humanité qui est un petit peu dans la merde, confinée entre des murs parce que dehors, il y a des titans, des sortes de géants dont on ne sait pas vraiment comment les tuer, qui bouffent les gens, qui font 10, 20, 30 mètres de haut. Et l'humanité s'est retranchée derrière 3 murs gigantesques de plus de 50 mètres de haut. Le mur Maria, le mur China et le mur Rose. Globalement, le loyer, c'est comme à Paris. Plus on est vers l'extérieur, moins c'est cher. Mais bon, plus on est proche des titans, donc vaut mieux être au centre. Et normalement, ça fait 1000 ans que l'humanité est cloîtrée derrière ces murs. Et un beau jour, enfin, beau façon de parler, alors que les 3 enfants, Eren, Mikasa et Hermine, jouent dehors, un de ces humanoïdes géants défonce le mur extérieur et rentre, massacrant un gros paquet d'humains, dont la mère d'Eren, sachant que son père va disparaître peu après, le grand-père de Armin, et bon, Mikasa était déjà orpheline, donc elle avait plus grand-chose à perdre, donc on se retrouve avec 3 enfants orphelins, un peu livrés à eux-mêmes, et qui décident de rejoindre l'armée pour se battre contre les titans. Et Eren veut rejoindre un des 3 bataillons, qui est le bataillon d'exploration, c'est-à-dire le bataillon qui sort des murs pour aller se battre au corps à corps contre les titans, quand les 2 autres bataillons sont la garnison, donc entre les murs, et les brigades spéciales qui protègent le roi, donc bien à l'abri au sein des murs les plus au centre, donc finalement ceux qui ont les meilleures notes et qui prennent le moins de risques. Donc voilà globalement le pitch de départ. On a 3 pré-ados qui vont à l'armée pour se battre contre des titans qui, on ne sait pas trop pourquoi, ils ont percé entre les murs. Bon, dans un premier temps, je pensais organiser un battle royale entre les invités parce que au fur et à mesure, on allait garder que ceux qui avaient vu le truc, mais je pense que j'allais finir en monologue et je le fais déjà quotidiennement depuis le premier confinement, donc on s'est situé. On va s'arrêter là, c'est la partie sans spoil, mais à la partie spoil, à la fin de la publication de Netflix et peut-être un tout petit peu plus loin. Donc mi-saison 3, fin de saison 3, on n'ira pas plus loin. Donc sans spoil, je veux bien votre avis sur la série. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en tant que tel ? Vas-y, j'ai commencé. Moi, je connaissais absolument rien. J'avais juste vu énormément passer d'images, mais je connaissais rien de l'histoire. Je savais même pas c'était quoi en fait le but de tout ça. Et donc je commence le premier épisode et je comprends très vite que ils veulent absolument que des gens se fassent manger. C'est ce que j'ai compris. Le but du jeu, c'est qu'il y avait énormément de sang. Et je me suis dit, ok, on part tout de suite dans ce genre de délire-là. Puis ils aiment bien faire ça, je trouve, un peu les animés. Puis je pense que c'est ce qu'on aime aussi, un peu les cas de conscience où ça pose des grosses questions philosophiques de comment réagir à ce genre de drame-là. Et je dis, ok, je sais pas s'ils veulent nous faire une Game of Thrones et puis essayer d'arriver et puis de tuer très vite des personnages pour nous dire qu'on ne sera jamais à l'abri. Et clairement, je pense qu'ils l'ont prouvé pendant toutes les saisons ne t'attaches pas trop aux personnages parce que tu sais pas trop ce qui va se passer, quoi.
Donc je me suis dit, ok, on part là-dessus. Ouais, clairement, j'enchaîne, mais moi j'ai regardé ça à l'époque où c'était très Game of Thrones. Et s'il y a bien comment dire, un lien à tirer ou à tracer plutôt entre les deux, c'est le fait qu'il ne faut pas trop s'attacher au personnage, puisque tout le monde peut mourir dans l'attaque des Titans. Il y a quand même beaucoup de morts, surtout au début, de gens que rencontrent nos trois héros. Pareil, moi j'ai découvert donc sur Netflix totalement par hasard pendant des vacances, et j'ai été happé par deux choses. Je trouve que l'histoire est ultra intéressante. Enfin, si vous aimez tout ce qui est enfin, j'appelle ça des survival, mais que ce soit des jeux vidéo ou des histoires de survival, là c'est la même chose, puisque en gros t'as une menace extérieure qui est ces fameux titans qui bouffent des humains de manière totalement random et qui sont pratiquement intuables. Donc tu as toujours une tension parce que les humains sont jamais en sécurité vraiment, malgré leurs murs. Et puis la deuxième chose, c'est que quand ça commence à rentrer dans le jeu politique, c'est ultra intéressant aussi en fait. Ça se débloque un petit peu plus tard, mais à partir de là, c'est pas mal. Et le troisième point, c'est qu'il y a des bons cliffhangers en fait au début, enfin j'ai au milieu de saison 1 et puis après pour savoir qui sont les vrais méchants, etc. Je peux rien dire sans spoiler, mais il y a beaucoup de rebondissements dans la série en fait. Ce qui fait que tu as toujours envie de voir un épisode de plus, puis comme c'est des épisodes de 20 minutes, ça se picore assez vite quoi. Mais on est d'accord, ça met du temps à démarrer. Par contre, hein. Moi, j'ai tenu parce que mon temps, il n'est pas si précieux que ça. Mais les 20 premiers épisodes, j'ai vraiment un peu peiné. Enfin, je me disais, genre, je trouve que l'intrigue avançait très doucement. Il y avait plein de questions qui étaient en suspens. Enfin, juste l'histoire du père d'Eren, il a disparu, point, tu vois. Tu comprends après pourquoi, mais je veux dire, juste, il a disparu et puis genre, il se pose jamais la question. Il a une clé pour aller quelque part et puis il passe son temps à faire autre chose. Je suis Dans en le mode, sous-sol. aller à cet endroit-là, quoi, ouais. Donc, j'ai eu du mal avec les 20 premiers épisodes. Et après, c'est parti. Bah moi justement j'aimais bien le fait que même si le personnage est principal, il est jamais à l'abri et du coup bah ça te donne quand même enfin, un peu d'appréhension parce que tu te dis ouais c'est super chouette, j'adore ce personnage mais peut-être qu'à l'épisode suivant bah quick. Surtout que bah on se rend bien compte au début et vraiment c'est pas parce que le personnage est important à l'intrigue qu'il va survivre et qu'on peut se dire plus tard ah mince ce personnage-là aurait été vivant ah bah cette situation-là elle aurait été réglée beaucoup plus facilement et vraiment il y a aussi tout ce qui est cliffhanger que au final bah c'est on s'arrête à la fin d'un épisode on se dit bah c'est bon je veux la suite de enfin qu'est-ce qui va se passer et on s'attend pas toujours à ce qui va se passer. Avant de spoiler un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas facile de pas spoiler, je trouve qu'effectivement c'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est que des fois il lâche un élément d'intrigue, on finit même par l'oublier, genre son père a disparu, mais étant donné que son père disparaît et que dans le même temps ben, il y a beaucoup de morts à ce moment-là, les titans viennent d'attaquer, tout le monde crève de faim et tout, je me suis dit bah, peut-être que son père il est mort d'un titan, il est mort de faim, il a attrapé un truc. On se pose pas la question. Et puis plus tard, quand il répondait à la question, on se dit ah ben oui, en fait, c'est tellement une série où on meurt facilement pour plein de raisons, hein, des attaques de titans, que des fois, on se dit bah c'est juste que le personnage, la fatalité l'a eu. Enfin, moi, c'est ce que je me disais en fait. Et des fois, il y a des cliffhangers où ben, justement, on s'attendait à ce que ce soit. Enfin, il y a ce côté Game of Thrones où les gens, des fois tu te dis ils sont morts et en fait il y en avait beaucoup plus derrière sa mort que ce qu'on en a vu genre à l'épisode 2 et qu'en fait à l'épisode 50 on se dit ah mais en fait mais il y avait tout un truc, il est pas mort juste pour rien comme ça gratos. Ah, justement, on attend beaucoup les explications à chaque fois quand on se dit, ok, je l'aurai peut-être pas dans le prochain épisode, mais il faut que je le note quelque part, peut-être qu'on me répondra un jour. Et il y a un autre truc aussi qui m'a plu, c'est le graphisme et surtout les titans. Franchement, je trouve que enfin, c'est bizarre de dire j'aime bien le graphisme des titans, mais ils font alors, ils produisent un effet Uncanny Valley de ouf. Mais j'adore trop regarder, surtout dans le manga, mais j'adore trop regarder les titans. Je trouve qu'ils ont trop des looks de ouf. Enfin, ils ont des têtes de ouf surtout. C'est assez drôle à regarder. Ah, c'est super perturbant, moi, je trouve.
Parce qu'ils ont vraiment, ils ont pas tous les mêmes têtes. Il y en a où ils sont un peu normaux, il y en a où on a l'impression que c'est vraiment des cartoons. Puis en plus, la façon dont ils se déplacent, on a l'impression qu'il y en a qui... Ouais, effectivement, quoi, que c'est des sortes de puppets, quoi. Mm. Donc, j'avoue que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Surtout qu'il y a plein de théories aussi qui sont hyper intéressantes sur la différence entre les titans. Ouais, pourquoi tu deviens tel ou tel titan, quoi. C'est ça. Qu'il y en a qui sont juste immenses, des qui sont tout petits. Enfin, tout petits, genre 2 mètres, quoi. Il n'y a pas de caricaturiste à Montmartre qui fait son personnage en titan? C'est possible. Ça doit J'en veux un exister. maintenant. Par contre, moi, j'avais du mal à repérer les personnages. Genre, souvent, je confondais les visages. Genre, Enès, là, celui qui les sauve au premier épisode, qui est blond, et Reiner, pendant longtemps, je croyais que c'était les mêmes personnages. Hmm. Rainer, c'est le petit, enfin le blond de nez qui a l'arme à C'est l'œil. Oui. Hop, petit passage coupé au montage parce qu'on était en train de spoiler très grassement. On va donc passer à la partie spoil avant d'avoir des glissades, mais avant de spoiler, il y avait 2 autres invités qui étaient prévus et qui malheureusement n'ont pas pu être là en dernière minute. Donc voici la pastille du premier invité. Salut, c'est Joe. Bon, ben moi j'enregistre en différé parce que je pouvais pas être là le soir de l'enregistrement. Comment vous dire? Ben pour moi, il y avait que 3 animés dans mon cœur et les meilleurs animés de la planète. Dragon Ball, Senseiya, surtout Senseiya, et Evangelion. Puis un jour, il y a mon petit frère qui me dit regarde, il y a un nouveau truc qui est sorti, ça a l'air pas mal, je pense que ça va te plaire. Et là, j'ai découvert Shingeki no Kyojin. Ça a un peu changé ma vision des animés et tout ça. J'adore, comment vous dire, j'y vois rien de mauvais dans ce truc-là. L'animation est géniale, même s'il y a eu des changements de studio, c'est top. Les persos sont charismatiques et plutôt bien écrits. Mention spéciale pour Levi et puis Mikasa, mes 2 préférés. Même si je trouve qu'il y a eu un petit peu des périodes où c'était un peu plus long et où ça aurait mérité de voir un peu plus d'action et moins de parlotte. On s'ennuie pas et on se régale. Voilà, c'est un de mes animés préférés. Pour moi, c'est dans mon top 4. Voilà, même si bon, regardez Senseiya, c'est bien Senseiya. C'est vieux mais c'est bien. Et Evangelion, j'en parle pas. Voilà, je vous dis à bientôt et puis on se recroisera ici ou sur le podcast Gonbe. Salut! Donc attention, si vous n'avez rien vu, on va spoiler. Donc fermez vos oreilles, coupez le podcast et gardez-le pour plus tard. Allez regarder et on va spoiler. Parce que là, en fait, on est sur un animé qui vient de se terminer pour la première partie de la saison 4, la dernière. Et la toute fin de l'animé commencera en décembre. Mais aussi, le manga au Japon se termine la semaine prochaine, le 9 avril. Et en France, l'avant-dernier tome sort le 7 avril. Donc inutile de dire que l'intrigue est super avancée. Et qu'on peut potentiellement spoiler des trucs qui, moi, m'ont retourné la tête. Et du coup, ce serait vraiment triste que vous perdiez cet effet de surprise. Donc, on spoil. Avec spoil, donc, pour ceux qui ont déjà vu la série, sachez que l'on va aller jusqu'au moment où ils vont au bord de la mer. Voilà, globalement. Donc, on n'ira pas plus loin, parce que certains invités ne connaissent pas la suite. On va pas non plus se spoiler entre nous, ça sert à rien. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, avec des spoils, du coup quels sont les retournements de situation qui vous ont fait le plus d'émotions, etc. Quels sont vos personnages préférés, maintenant qu'on sait qui était Titan et qui ne l'est pas? Bah, je pense que quand t'apprends qu'Annie, c'est un titan, t'es en mode wow. Je crois que c'est... Alors, ça commence à monter loin dans mes souvenirs, mais je me rappelle que ça m'avait un peu choqué. Parce que je crois que dans l'ordre des gens donc, vu qu'on peut spoiler, donc des humains peuvent se transformer en titans et du coup ça leur permet d'avoir certains pouvoirs. Le premier qu'on découvre du coup c'est Eren, si je me trompe pas. Oui. Le titan du Sum, comme on l'appelle. Et puis après c'est Annie. C'est Annie avant d'apprendre que Rainer et Oui. Bertol. Bertol, ouais, dans la saison 2, je pense qu'on l'apprend pour eux. Ouais. Et après, Ymir.
C'est pas encore. Là, Ouais. on n'est pas encore dans le spoil, là, on est encore à la saison 3. Ouais, Emir. C'était pas la saison 2? C'est la saison 2, Emir. Emir, c'est la deux. saison 2 déjà? Ouais, Oh c'est là là. quand Ouais. elle se jette de la tour pour Ouais. sauver Historia. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que. Je sais plus si dans dans l'animé on nous dit qu'il y a des espions, mais le fait que Annie ça soit un titan, ça vraiment rebalance un peu tout ce qu'on sait parce que jusqu'à présent c'était on se bat contre des titans pour survivre. Bon, ok, il y en a qui ont l'air humains et qui ont défoncé délibérément des murs, mais on n'en sait pas plus. Et à partir du moment où au sein même de la brigade d'exploration il y a des traîtres, bah forcément t'es vraiment déjà que t'étais sur le qui-vive parce qu'ils peuvent tous mourir, mais t'es 2 fois plus sur le qui-vive parce que c'est est-ce qu'ils peuvent mourir et 2 est-ce qu'ils font partie de l'autre camp. Et ouais là, parce que c'est la fin de la saison 1 en animé, Annie, et ça m'avait vraiment retourné. Et surtout, on se dit, les titans, ils sont teubés. Au début, on dit, ouais, ils ont l'air un peu de fonctionner de façon automatique et ils mangent des gens. Et quand on se rend compte qu'en fait, ils peuvent être intelligents, là, on se dit, mais c'est pas possible. Ils ont du pouvoir et un cerveau. Ils contrôlent ce qu'ils font. Et là, ça n'a plus aucun sens. Ça devient beaucoup plus terrifiant, en fait, je trouve, du point de vue Ouais. des humains de taille normale qui ne grandissent pas. Ouais, t'as le côté cauchemar du zombie qui se met à réfléchir, quoi. Sachant qu'ils nous bouffent, mais que ça leur sert à rien. Il Ça, c'est ce que recrache j'ai juste aimé, après, quoi. justement. Ouais. Quand ils expliquent justement un peu les spécificités des titans et qui disent donc de ce qu'on a regardé apparemment ils nous bouffent pour le plaisir de nous bouffer. Ils En n'ont mode, pas ok. d'appareil digestif. Mm. Et par Ouais, contre, c'est- la plupart dorment, ne bougent pas la nuit. C'est la Mm. petite faiblesse qu'ils ont. Ouais, enfin Et voilà, moi c'était Ils ne surtout grimpent pas celui-là. aux arbres, heureusement. C'est vrai. Mais très mauvais Après, à ça Mario peut être Kart drôle de aussi. les voir essayer. Je suis pas sûre que l'arbre traîne très bien, en fait. Ça doit expliquer ça. Mais je pense que Levi, hein, si on doit Ouais, choisir un exactement. personnage, je crois que c'est compliqué d'aller ailleurs. C'est le seul, en tout cas en plus, qui garde un peu sa droiture. J'allais dire sa poker face. Ouais, c'est clair. Et Aussi. sa Ce qui est joie de très vivre. sadique au début quand même, parce qu'au début, quand il s'en prend à Eren, t'es un peu en mode, il a encore rien fait de mal, je te trouve très méchant de lui donner des coups de pied constamment. Enfin, il est très, ça fait un peu BDSM à un moment, quand il lui écrase le visage avec son pied. Là. Mais ouais, enfin, ce qui est fou dans cette série, c'est que on va dire tous les 10 épisodes, il se passe quand même un truc qui te dit oh putain. T'as un effet oh putain à peu près tous les 10 épisodes. Et ça t'apprend vraiment à te méfier de tout le monde parce que Eren est un titan. Enfin, je veux dire, c'est le titre de l'animé. Mais c'est vrai que quand on se rend compte qu'il est un titan, on se dit oh, mais comment déjà? Quand on l'apprend, c'est fou. Et quand on se dit mais en fait, tout le monde est potentiellement un titan, jusqu'à ce qu'on sache combien il y en a au total. Voilà, donc on se dit bon. Parce qu'il y a une légende autour des titans, donc on se dit effectivement. Parce que quand on se rend compte qu'ils peuvent être des humains qui se transforment en titans et être intelligents, moi au début je me suis dit ça se trouve il y en a 2 milliards comme ça. Ça se trouve potentiellement la moitié de Shiganshina en fait c'est des titans. Et non ça va. Après le problème c'est qu'Eren comme on a dit c'est le titan du Sum. Donc c'est un personnage qui réfléchit mais pas tout le temps. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des personnages, et effectivement mon préféré c'est Rivail pour ça, c'est parce que qui arrivent à garder leur nerf, même si on a l'impression qu'ils s'énervent tout le temps, à cool down et à vraiment se calmer quand il faut et à faire ce qu'il faut quand personne veut le faire, quoi. Parce que Mikasa, c'est un personnage aussi qui est très fort et qui est complètement cheaté, hein. Elle est plus forte que tous les autres dans l'armée, mais Ça, n'empêche c'est que fou, ça, je trouve. c'est... La différence de niveau, elle me rend folle à chaque fois. T'as l'impression que tout le monde est en galère et Mikasa, il coupe tout le monde. C'est ça. Mais par contre, Mikasa, s'il y a un problème avec Eren, et ben du coup, Eren, ça va être sa priorité. Du coup, Rivail et Mikasa sont cheatés, mais au moins, Rivail, il a la tête sur les épaules, alors Mikasa, si Eren, il tombe et il trébuche, elle va tout arrêter et aller le ramasser par terre, quoi. Enfin, ils sont cheatés, mais on l'apprend pourquoi. Hein. Ça sort pas non plus de nulle part qu'ils soient cheatés les deux. Ouais. Bon, on apprend pourquoi sans savoir pourquoi non plus. Enfin, on sait ce qui les lie, mais on sait pas non plus ce que ça signifie, cette liaison, je trouve. Il me semblait que c'était expliqué dans la première partie de la saison 3, non? Alors, Enfin, un peu plus en détail. on nous explique qu'ils ont un lien de parenté. Ils viennent d'un même clan. Les. Oh putain. Ackerman. Ackerman, exactement. Qui était, si je ne dis pas de bêtises, alors peut-être pas un clan d'assassins, mais en tout cas le bras armé de la royauté. Et à un moment, ils se sont retournés contre la royauté. Hmm. C'est ça qu'on nous explique dans la saison 3. Parce que tu as le chef des troupes spéciales, les Kenny. gorgeurs là, exactement,
qui révèle tout ça en fait. Et c'est grâce à ça qu'on a un épisode qui est dédié à lui, on a un épisode qui est aussi un peu dédié à Levi et à son enfance. Et du coup, ça ricoche un petit peu sur Mikasa aussi. Ah, mais ils en parlent un peu de la mémoire collective, là où vous en êtes. Normalement, c'est avec l'histoire d'Historia, je Oui, crois. exactement. Le fait que seulement les Ackerman et les Rice, exactement, ne sont pas affectés, ou du moins n'ont pas d'être affectés par ce pouvoir qui est que les Rice peuvent effacer la mémoire des humains. Ce qui est très pratique quand tu veux instaurer un régime politique. Ah, mais c'est sûr que le fait qu'il y ait un titan qui soit plus fort que les autres. Parce que, en fait, je trouve aussi que les titans, quand on connaît un peu toute la liste, bon, là où vous en êtes, vous n'avez pas forcément. Alors, quand on est fin de saison 3, normalement, il y a eu la bagarre et Berthold. Est-ce que Où en est Berthold, là où vous en êtes? On l'a pas revu en fait. Il est en fin de saison. Avant-dernier épisode de saison 3, il est avec le père de. Merde. Bah, du héros, quoi. De Eren. D'accord, donc là, normalement, il y a le chef de Rivaille. Il en est où? Le chef de Levi, Erwin. bah, il a perdu son bras depuis un moment. Et puis, bah, je crois qu'il. Je sais plus, je crois qu'il part avec l'expédition, non? D'accord, ok, donc on en est là. Donc c'est pour pas spoiler, mais on voit quand même des titans assez différents au fur et à mesure du temps, et j'ai l'impression qu'il y a des titans qui sont beaucoup plus forts que d'autres en fait. Et je trouve ça triste, genre Ymir par exemple, je ne trouve pas que ce soit un titan qui soit spécialement fort à côté de Annie qui est complètement cheatée. Annie, elle peut se geler pour enfin, le titan féminin peut se geler, elle va plus vite que les autres, elle a plus d'endurance, etc. Elle peut contrôler beaucoup de titans à la ronde, etc. Alors que globalement, le titan d'Ymir, c'est juste un titan qui tombe dans tous les sens, quoi. Qui tourne et qui danse, mais qui n'est pas plus fort, un peu plus rapide, mais qui n'est pas plus grand, qui fait pas du feu, qui fait pas des trucs extraordinaires, en fait. Et je trouve ça un peu injuste, des fois. Dans le... Alors, c'est pas le bon, mais dans le manga, on t'explique les différents titans et Ymir, elle est même pas citée en fait. Tu as le cuirassé, tu as le bestial, tu as le colossal, l'assaillant, le féminin, l'originel, mais tu l'as pas elle. Mais après, il me semble que Annie et compagnie, ils ont été entraînés pour ça, alors que Ymir, bah, c'était juste, enfin, ça arrivait comme ça, donc elle a pas eu tout l'entraînement derrière, donc ça peut aussi montrer, enfin, ça, elle a pas eu toute la formation avec le Titan, donc ça se trouve, elle fait avec ce qu'elle peut. Ouais, c'est ça aussi, c'est un peu comme Eren, quoi. Elle sait pas trop ce qu'elle est capable de faire. C'est ça. Ouais, parce que elle a bah, en fait, le titan qu'elle a, on le voit apparaître plus tard. Effectivement, bah, il a des pouvoirs spécifiques. Mais disons il y a des titans très situationnels. Par exemple, le titan chariot est extrêmement situationnel. Alors qu'il y a des titans comme le titan féminin ou le colossal qui sont extrêmement forts globalement tout le temps, j'ai l'impression. Hmm. Le colossal, je sais pas si c'est le plus. Si je devais choisir un titan, clairement, je pense que je prends le cuirassé parce que le cuirassé, il est quand même fort. Et en plus, pour le tuer, tu peux t'accrocher puisque sa peau est beaucoup plus dure que celle des autres. Ça, parce que le colossal, il est immense, donc c'est aussi plus simple d'aller l'attaquer. Bah non, en fait, le titan féminin, il a un peu tous les avantages du titan armure, mais parce que j'ai l'impression que le fait qu'elle puisse se durcir, c'est limite plus fort que l'armure du titan armure, quoi. Cuirassé, c'est ça que je cherchais comme mot. Ouais, mais après, il faut qu'elle puisse sortir du durcissement. C'est ça aussi. Mais pour l'instant, C'est quand même la en tout première cas, qui se fait elle, c'est choper, celle quoi. qui. Ouais, mais C'est ça. elle se fait pas vraiment choper non plus, quoi. Elle nous fait une petite Belle au bois dormant et Oui, elle mais attend. après, c'est peut-être pas le truc le plus agréable à vivre pour elle, quoi. Et est-ce que vous le savez la durée de vie d'un titan spécial? Je crois qu'on le sait déjà. Ouais, je crois qu'on le sait à ce moment-là, hein. J'ai un doute, mais Bah, en fait, à la fin de ce qu'on voit sur Netflix,
on sait quand même que les gens deviennent vieux, ça les rend pas immortels, puisque l'oncle d'Historia se fait manger par sa demi-sœur, alors qu'il a l'air d'être vieux. Donc je sais plus si on dit combien de temps ils peuvent vivre, mais je dirais pas non plus éternellement, puisque ça a l'air d'être une transmission de génération en génération. Et peut-être que je me trompe. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on va pas spoiler plus, mais bon, c'est vrai que je serais intéressée d'avoir un retour quand on aura plus d'infos. Bah, c'est vrai que plus on a d'infos, plus le classement des titans dans la tête, il évolue en vrai. C'est un petit peu comme quand on apprend que les dinosaures existent quand on est enfant, on a très envie de savoir qui est le plus fort. Le raptor, clairement. Et voilà, après, voilà, c'est vrai qu'on a tendance à établir ce classement. C'est le petit côté shonen quand même qu'on retrouve dans Shingeki no Kyojin. Mais c'est vrai que je trouve que l'histoire évolue parce que justement, à des niveaux de connaissances différents de la série, on voit que bah, du coup, il y a des infos qu'on n'a pas et quand on les a, tout change. Et je vous promets à ceux qui suivent la série Netflix qu'il y a encore d'autres rebondissements à venir y a que ça, qui rendent l'histoire, qui donnent encore une autre dimension à l'histoire. Et encore, vraiment jusqu'au bout, on n'est pas sûr de la fin. Et ça, je trouve ça génial. On n'est pas sûr que les gentils gagnent, que les méchants gagnent, que rien du tout. Le dernier chapitre n'est pas sorti, et donc à l'heure actuelle, moi, je ne sais pas. J'ai mes théories, mais on n'a pas de certitude de se dire ah ben là, c'est un manga où les gentils vont gagner. C'est pas sûr. C'est jamais sûr. Donc, la vraie force, c'est celle de l'amitié, hein, parce que quand un titan il est avec des amis, c'est là où ils deviennent le plus fort. Parce que... Quand ils ressemblent tous leurs amis pour aller affronter les humains, on voit le pouvoir et c'est émouvant. Quand Armin prépare ses plans, là on sait que ça va se passer, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est pas le plus fort qui gagne forcément dans l'attaque des titans. Je veux dire, Eren, vous avez bien dit que c'était le titan du Somme. En soi, c'est le plus fort. Et pourtant, c'est le mec qui est toujours dans la merde. Celui qui se fait capturer, celui qui se fait défoncer quand il se bat contre un autre titan. Alors que des gens comme, des persos comme Levi, Armin ou Erwin, bah, ils arrivent. Quand ils t'expliquent le plan après qu'il soit passé, tu fais ah ouais putain les mecs étaient quand même balèzes quoi, pour avoir pensé à ça et ça. Mais d'ailleurs, Eren, on le voit jamais dans... Je me suis fait la remarque, on voit jamais Eren chez lui. On le voit tout le temps en prison. Il a une carte de fidélité là-bas. Tellement, je pense que... je pense que clairement, il a ses droits là-bas. Mais je me suis rendu compte qu'on le voit jamais allongé dans un lit chez lui, tranquille, prendre le petit déjeuner. Il est tout le temps derrière des barreaux en train de dire vous m'avez pas compris. Soit en prison, soit kidnappé par quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais même d'ailleurs, quand à un moment il tue un titan, il dit c'est mon premier titan que je tue. Et t'es genre deuxième saison, je sais pas quoi. Et t'es en mode ah oui, c'est vrai que depuis le début, tu cries beaucoup, mais tu fais rien, quoi. Alors qu'à l'inverse, Mikasa et Levi coupent des têtes depuis jour 1 qui sont dans l'armée, voilà, parce qu'ils sont très forts et qu'il y a des personnages qui tuent jamais qui que ce soit et qui par contre sont très intelligents, voilà. Chaque personnage a ses forces et je les trouve pas non plus ultra stéréotypés, si, genre Eren, il est toujours énervé. Mais par exemple, moi je sais que mon personnage préféré, il faut que je le dise, c'est Sacha, parce que c'est le meilleur personnage. C'est quand même absolument une chasseuse. La Potato Girl. Oui. Elle a tout compris, mais c'est le personnage qui est nature. Il n'y a pas à bouffer, mais elle mange quand même, parce que, oh mince, on a faim, autant manger, on va peut-être mourir demain. Et par contre, quand on la retrouve en situation de combat, c'est quand même un personnage qui est extrêmement puissant, et qui arrive, pour le coup, quand elle a pas d'équipement tridimensionnel, quand elle a rien du tout, à quand même se battre et à sauver des gens. Donc c'est quand même un personnage qui est fort, même tout nu. Je tiens à signaler que c'est la seule qui a survécu à une attaque de titan sans avoir son équipement. Dans la saison 2, je crois. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'équipement tridimensionnel, un peu la base des guerriers. Mais en tout cas, en animé, ça rend ultra bien les combats, quoi. Ces combats en 3 dimensions, puisque, donc pour ceux si on spoil, c'est que vous l'avez vu, mais je trouve que les scènes d'action, c'est vraiment un des points forts de l'animé, quoi. C'est très, très, comment dire, rythmé, très
très, très puissant. Bah, il y a un petit côté Olive et Tom quand même, avec les tridimensionnels. Où tu sens qu'ils font des distances et que des fois, je sais pas si on pourrait fact-checker à chaque fois, mais je pense pas que ce soit réaliste souvent. Mais c'est pas grave. Moi, ça me va. Je sais, c'est la magie du cinéma. C'est des jolis toupies. Et par contre, ils le disent bien, ils le disent quand on n'est pas en ville ou dans la forêt, on est dans la sauce. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils se battent jamais à terrain dégagé, et qu'ils font des formations très spécifiques avec des chevaux, etc. Parce que eux, quand ils sont au sol, à part Rivai et Mikasa, ils sont assez faibles. Parce que du coup, leur seul point d'ancrage, c'est littéralement les titans en eux-mêmes. Ce qui complique beaucoup la tâche, que quand tu peux t'accrocher Oui. à un bâtiment ou un arbre, c'est quand même vachement moins risqué. En plus de faire un potentiel rempart. Ah si, il y a un autre moment qui m'a choqué, qui me revient, c'est quand ils arrivent dans un village et qu'il n'y a plus personne sauf ce qu'ils appellent le titan atrophié. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, Oui, la oui. mère de Connie. Exactement. Et là, tu te dis, oh les bâtards. Parce qu'en plus, le gamin, mais c'est un jeune adulte, le mec, se persuade qu'il a pas entendu sa mère parler au début, quoi. C'est tellement triste qu'il se rend compte que, bah, en fait, son village a été totalement décimé, et deux, que la seule survivante, c'est sa mère, qui a été transformée en titan, mais qui a pas réussi à sa transformation, donc qui est juste une tortue sur le dos, avec son grand visage, et qui lui dit, oh, t'es revenu. Alors, pas comme ça, parce qu'elle parle un peu plus bizarrement. Mais ça j'ai trouvé ça très triste. Très triste. Ça m'a fait des flashbacks de Full Metal Alchemist. Oui, Mhm. la chimère. Oui, Oui, c'est un peu le même délire, ouais. Délire malaisant. Mais d'ailleurs, attends, est-ce qu'on est à ce niveau-là, on spoil si on parle du père d'Historial à tout le moment où il veut faire quelque chose avec sa fille et tout? Ah ouais, tu peux en parler, c'est dans le on va dire Ça, tout on ce qui a est sur vu, ouais. Netflix, on peut en parler. Et parce que il se transforme en titan, lui. Oui. Oui, il lèche Il se le transforme en liquide. Titan en léchant le liquide. Donc déjà ça, je veux Ça juste devient le vérifier titan que... limace. Genre, ouais, mais donc juste en léchant, depuis le début ils disent ah il faut la seringue, il faut la seringue. Lui il lèche 3 gouttes et il se transforme en Titan. Et il se transforme en Titan qui a pas de sens en fait parce que il est énorme, il est plus grand que le Titan colossal même. bah, c'est peut-être parce que c'est un race. Exactement, les Races, ils ont quand même. On dit bien que ceux qui ont le pouvoir de titan et qui sont des Races atteignent le plein potentiel du pouvoir, quoi. Pas comme Eren. Ouais, ouais, ok. Ça peut être ça. Mais par J'accepte. contre, et le problème que tu as, c'est que quand tu t'injectes ce liquide, tu deviens titan, mais il faut que tu bouffes une des personnes qui a le pouvoir pour pouvoir te retransformer en humain. Sinon, tu es juste un titan déviant lambda, entre Bah, guillemets. comme Ymir, quoi. Exactement, puisque Ymir, on apprend qu'elle a erré 60 ans avant de bouffer le pote des deux, là, de Bertolt et De de... Annie, Bertolt et Reina. Exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah, regardez-le. Que Levi est minuscule, hein. On se 1m60. rend pas compte. Ah, C'est le ok. Sarkozy C'est à chaque fois que tu le de vois la dans des... brigade Ouais, des c'est clair. C'est clair, tu sens que son agressivité, elle vient de quelque part. Toujours dans le bas des cases. Ah si, alors je crois on l'a vu cette scène-là, je crois qu'on l'a vu cette scène-là, mais on est très vite passé à côté du chef militaire qui met en place son truc de torture là, où il veut le faire bouffer par le cul et tout là. Ah oui, oui. Genre vois. on est très vite passé à côté de ça, je trouve. Genre juste le gars il met ça en place et puis l'épisode d'après on n'en parle plus, alors qu'en plus il voulait le faire publiquement. Et je suis juste en mode, ok, juste on peut faire pause sur cette scène et qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'on en reparle après, hein, mais je suis plus sûre. On fait une mention, je crois, à un moment, mais sans se poser autour d'une table et de dire, je crois que les titans, c'est une chose, c'est monstrueux, mais cet homme-là faisait partie de nos rangs et on l'a laissé faire. J'avoue. C'est dans la saison 1. Bah, après, on parle, mais Angie avait aussi quelques méthodes. Elle traumatisait un peu les recrues, hein. Alors j'adore Angie, mais Ah, clairement, on sent qu'elle a son petit kink titan et qu'effectivement, on sait c'est quoi son tag. Puis elle a vraiment aucune limite. Hein. C'est-à-dire que des fois, il se passe un truc genre horrible. Et elle est là. Mais c'est génial! Non, ça ne l'est pas.
c'est horrible. C'est intéressant, mais ça reste horrible. C'est une scientifique, mais sans aucune limite. Tant que ça fait avancer la science. C'est ça. Si on a fait le tour de la question, à la limite, on peut s'arrêter là et on pourra à la limite en redébattre quand tout sera fini et qu'en décembre, enfin, la suite sera diffusée, la suite et fin de l'animé. Mais en attendant, je vous remercie et je vous remercie tous les trois d'être venus, c'était super intéressant. J'aime toujours quand les gens font leur classement des titans, ça me rappelle des souvenirs. Voilà, donc au plaisir de vous revoir pour de nouveaux contenus voilà, sur Watchlist. On parle là cette fois-ci de Netflix et de Wakanim, mais la semaine prochaine, on change de plateforme, on part sur Disney+, avec un épisode sur WandaVision. Putain, faut que je regarde. Très bonne idée. Très épisode, bonne série. Dirigé par Flavien. Donc, restez accrochés, voilà. Le 19 avril, WandaVision. Encore une série d'ailleurs où les gens sont bloqués à l'intérieur de quelque chose et on les ment sur la réalité. Hein. Je pense que c'est à peu près c'est un plagiat de l'Attaque des Titans. On est très confinés, c'est vraiment l'ambiance, même les séries qu'on regarde sont Oui, confinées. c'est ça. Ouais. Syndrome de Stockholm. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie, oui, c'est-à-dire on sort trop. Donc maintenant, il faut qu'on se... Enfin, ceci dit, le confinement serait peut-être très efficace s'il y avait des titans hors de chez moi. Je sortirais plus jamais. C'est bon, vous pouvez ressortir. Non, c'est Non, bon. c'est bon. On va... Partez Finalement, devant. le dehors, c'est pas si bien. On vous fera parvenir les coordonnées de nos invités pour que vous puissiez aller voir notamment les fan art de Carapuce, etc. Et n'oubliez pas que Julien, entre autres, vous pouvez l'écouter sur Podcut, un de nos nombreux autres podcasts, donc Le Roi Steven, Dr. Watt, G7, Binous USA, Sky is the Limit, Gonbe, où je suis je suis la dirigeante de Gonbe. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous écouter et n'oubliez pas que si vous voulez nous soutenir au quotidien, nous avons un Patreon et nous publions toutes les semaines des petits articles exclusifs rédigés avec beaucoup d'amour. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre Discord qui est désormais ouvert au public, donc vous pouvez venir nous donner votre avis directement en face à face. Voilà, en toute amitié. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt sur Podcut. Salut tout le monde. Bisous. Salut. Une toute dernière chose avant de partir. Je vous avais dit qu'il y avait des invités qui n'avaient pas pu venir. Nao en fait partie. Donc elle nous a laissé une petite pastille. Je vous laisse avec ça. À très vite sur Podcut. Bonjour, je suis Nao Ackerman. Vous pouvez me voir et m'entendre sur les plateformes respectives YouTube et Spotify en tapant le monde de Nao. Je vous parle aussi bien d'art, de cinéma, de séries que d'animation et d'Asie. Concernant ma consommation d'anime, c'est par période. Il va y avoir des périodes où j'en regarde énormément ou d'autres où j'en regarde moins. J'ai vu des animes comme Naruto, Durara, Erased, Hajime no Ippo, Kuroko no Basket, FMA. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? L'Attaque des Titans, bien évidemment. Death Note, l'anime Rainbow sur l'univers carcéral au Japon, dans l'après-guerre. Et beaucoup d'autres. Il y en a vraiment trop. Si je voulais citer, on n'aurait pas fini. Et voilà, c'est vraiment par période. Et là, je suis dans une période où j'en consomme de nouveau beaucoup. Et l'Attaque des Titans, d'ailleurs, comment je l'ai découvert? Eh bien, c'est par mon petit copain de l'époque. C'était en 2016. Lui, il lisait le manga. Et il a voulu me faire découvrir à travers l'animé. Et ça a été une claque monumentale. J'ai accroché tout de suite. Je me suis dit, c'est quoi ce manga? Enfin, cet animé de fou. C'est quoi cet animé de psychopathe? C'était à la fois violent, cruel, mais en même temps, on avait cette adrénaline en nous, cet instinct de guerrier comme les personnages en disant, mais ils vont s'en sortir, ils vont les éradiquer, ils vont reprendre leur vie en main, ils vont y arriver, ils vont y arriver. On espère avec eux tout le long. Et oui, voilà, c'est ça en fait. L'animé commence violemment avec le mur qui chute, le mur marien. La mère d'Eren qui se fait littéralement dévorer par un titan sous les yeux de son fils et de Mikasa complètement terrorisé et qui s'éloigne de la ville grâce à un des militaires. Et de là, ils vont intégrer une armée et puis le bataillon d'exploration pour justement
se débarrasser des titans. Et d'ailleurs, c'est l'objectif ultime d'Eren, éradiquer, exterminer les titans jusqu'au dernier. Il le répète, mais un nombre incalculable de fois. Sauf qu'il va découvrir que lui-même, il peut se transformer en titan. Donc de là, il va y avoir beaucoup de questionnements. Il va même y avoir un procès pour savoir si Eren est dangereux. Ça va être très compliqué. C'est Armin qui va leur expliquer par A plus B que Eren est humain, qu'il n'est pas un danger, qu'au contraire, c'est leur allié. Alors quand on sait après ce qui se passe dans la saison 3 et 4, du coup, on se dit, ouf, finalement, Armin, il aurait peut-être pas dû dire ça. Bon, parce que dans la première partie de saison 4, on découvre un Eren qui a complètement tourné le doigt à ses amis. Donc voilà, on peut se dire que c'est au fil des saisons, à force de voir ses amis mourir à cause des titans, on peut se dire que peut-être il a nourri une forme de désespoir, de fatalisme. Voilà, il faut attendre la deuxième partie de la saison 4 pour le découvrir, mais on se pose beaucoup de questions sur qu'arrive-t-il à Eren, pourquoi il a changé comme ça, jusqu'à tourner le dos à Mikasa et Armin, en les brisant moralement, psychologiquement et même jusqu'à frapper Armin. C'est très violent, on est complètement abasourdi, et on comprend pas trop ce qui se passe et on a peur pour l'humanité, on sait pas trop où ils vont en venir, donc voilà, il faut attendre la deuxième partie de la saison 4 pour ça. Bon, moi, je sais un peu parce que j'ai lu les mangas, donc voilà, j'ai lu les scans plutôt. Mais je ne dirai rien pour ne pas spoiler les gens qui ne le lisent pas. Je vous laisse la surprise, mais voilà, ça monte crescendo de l'espoir, après l'impuissance, après le désespoir, après la guerre. C'est vraiment un florilège d'émotions au fil des 4 saisons, quoi. Au niveau des scènes, il y en a quand même qui m'ont beaucoup marqué. La mère d'Eren qui se fait dévorer, mais aussi la mort de Petra lors d'une mission dans la forêt avec le titan féminin. Sa mort est d'une violence. Et pour la première fois, on voyait un Levi totalement impacté émotionnellement. Il avait vraiment du mal à cacher ses émotions car ils étaient très proches. Petra était d'ailleurs amoureuse de lui, on va pas se mentir. C'était très très puissant. Moi, j'avais beaucoup pleuré pour cette scène. Et en autre scène, il y a le sacrifice d'Erwin avec ses hommes face au titan bestial, avec Levi qui les attaque, qui attaque de front les titans et le titan bestial. C'était d'une puissance. J'ai tellement kiffé cette scène. Elle était à la fois effroyable mais puissante. C'est indescriptible. Et pourquoi il faut regarder l'attaque des titans? Moi, j'ai envie de vous dire que l'attaque des titans, c'est beaucoup de messages. C'est des messages d'une puissance sur l'acceptation de l'autre, car même si on le découvre sur le tard, au final, c'est une guerre entre le monde extérieur et les Eldiens, donc Eren et les siens, et voilà, rien que pour ça, pour les messages puissants qui sont véhiculés, il faut absolument regarder l'attaque des Titans. Vraiment regarder, c'est très humain, c'est très profond. C'est plein d'espoir, mais en même temps, ça nous montre que le monde peut être très cruel et les humains peuvent être leurs pires ennemis. C'est ça. C'est pour le pire et le meilleur, mais c'est vraiment un animé à voir. Sincèrement, je vous le conseille. Vraiment, regardez-le.